La misanthropie n'est pas une manière de vivre, ni un quelconque sentiment de supériorité envers autrui. Elle n'est que l'évangile de la secte misanthropique, une élévation interne divulguée aux seuls initiés, fidèles d'Alceste et enfants de Molière. Cette architecture de déraison déclinée autour de ses 1666 notes est le fruit de notre retraite solitaire, une oscillation musicale et tabou où les écueils de la réalité cèdent souvent le pas au rêve et à la fantaisie, et que résonne le martèlement des coups de notre théâtre bizarre. Misanthrope a été fondé par trois adolescents lors de l'hiver 1988. Philippe Courtois, David Barrault et Sébastien Castelin. La ville où s'est créé le groupe est Ivry-Gargan en Seine-Saint-Denis et Philippe Courtois a toujours dit que le groupe était une manière pour lui de se bouger, de se sortir de sa situation et de proposer une forme artistique comme il le pouvait. Il dit souvent que les moyens de l'époque étaient assez limités, tout se faisait par courrier, c'était pas du tout l'époque d'internet évidemment. Ils enregistraient comme ils pouvaient avec des cassettes et ils essayaient de fournir une proposition artistique comme ils pouvaient à leur début. Une première cassette va naître de tous ces essais en 1989 et elle s'appelait Inductive Theories. Elle n'est pas trouvable malheureusement donc je n'ai pas pu l'écouter, mais sur la tracklist on voit qu'il y a déjà un titre qui s'appelle Don't Follow the Crowd, donc ne suis pas la foule, et je pense qu'il n'y a pas meilleure introduction pour présenter la musique de Misanthrope. Pour moi c'est un groupe qui est complètement à part et il est extrêmement difficile de leur mettre une étiquette. C'est fait partie des groupes comme Voivode qui sont un peu des ovnis musicaux, avec un style qui est assez inimitable et une identité qui est complètement unique. Donc il va y avoir quelques changements de line-up dans Misanthrope, on va pas essayer de s'attarder dans les détails parce qu'il y a eu beaucoup de musiciens à leur début, mais on va quand même s'intéresser à ce qui s'est passé en 1990. Le batteur Sébastien Castelin va quitter le groupe et donc David Barrault, le bassiste, va reprendre la batterie et un nouveau bassiste va arriver, Lionel Bolloré. Je précise ces changements de line-up parce que Lionel Bolloré est malheureusement décédé il y a quelques années des suites d'un cancer, et donc comme j'avais un petit peu fait pour la vidéo d'ADX, je voudrais dédier cette vidéo à Lionel Bolloré du coup, qui a posé sa pierre à l'édifice dans l'histoire de Misanthrope. Donc merci à lui, une pensée à lui et à sa famille, évidemment. Misanthrope, ça reste quand même le groupe de Philippe Courtois au début. Philippe Courtois c'est le chanteur, il joue de la guitare, il fait un peu des claviers, il touche à la basse, il touche un peu à tout. Il adore la musique, c'est un gros passionné de musique, et c'est surtout quelqu'un qui va aller chercher, qui va observer autour de lui. Il raconte que lui, il voulait pas être signé sur Roadrunner USA directement, il voulait directement commencer à regarder ce qu'il y avait autour de lui, les musiciens qui l'entouraient. En 1990, il va se lier d'amitié avec un groupe de trash death havrais qui s'appelle Nomad, qui est un groupe qui est assez cool dans la scène française mine de rien, et en fait, il va aller faire un barbecue sur la plage au Havre le 14 juillet 1990. Il va rencontrer une certaine Valérie qui travaillait alors à Trash Records, qui était un label havrais qui promotionnait des groupes de métal extrême via des 45 tours, et cette Valérie parle à Philippe et lui dit qu'elle prévoit d'aller à Paris et d'ouvrir sa propre structure qui va s'appeler Infest Records et qu'elle aurait besoin de groupes. Ni une ni deux, Philippe voit directement l'opportunité, va lui donner la cassette Inductive Theories et lui dit « c'est ma cassette, elle est vraiment pas dingue, c'est très mal enregistré, mais on va en réenregistrer une par la suite. » Donc voilà, c'est pour te donner une idée un peu de ce qu'est notre groupe, mais ne voit pas du tout une forme finale de ce qu'on va être. Alors cette petite anecdote, elle est intéressante parce que déjà en fait ça montre qu'il y a quand même déjà une intégrité artistique, je pense, de la part de Philippe. Il est conscient que la musique pour le moment est assez faible, très faible production, même si j'ai pas allé écouter, on se doute que c'était quelque chose qui était très self-made, enregistré, sans producteur, sans rien, donc fait à la main quoi quasiment. Et surtout en fait il a l'honnêteté de le dire donc à cette Valérie, et du coup il va se remettre au travail. Pour donner un petit mot quand même sur Trash Records et Infest Records, donc en fait ce sont parmi les pionniers des labels de métal extrême français. Trash Records au Havre par exemple signait des groupes comme Fatal ou Carbonized et les a lancés, donc c'est quand même des choses qui sont assez importantes. Et donc Philippe, comme il a dit, il regarde autour de lui, il a vu qu'il y avait Trash Records au Havre, il commandait des vinyles et des cassettes chez eux, et donc il est allé les voir, et il s'est dit, avec cette Valérie qui va devenir Valérie de Infest Records, il va pouvoir commencer un petit peu à promouvoir sa musique. En septembre 1990, chose promise, chose due, il va faire une seconde cassette qui s'appelle Crisis of Soul, et celle-là elle est disponible sur YouTube, j'ai pu l'écouter. On n'est pas du tout encore à la forme finale de Misanthrope, mais on ressent déjà quand même une certaine patte au niveau de la voix, même si c'est très typé black metal. Ça aurait complètement pu avoir sa place dans la scène black metal norvégienne. On a quand même des riffs qui sont déjà très typés, on va dire black metal première vague, donc les Celtic Frost, les Venom, mais il y a déjà voilà des petites expérimentations qui font dire que le groupe va déjà être un groupe à part. Mais voilà, donc cette cassette pour le moment
Rien de très spécial, j'ai envie de dire, même si je pense qu'elle est quand même assez importante dans l'histoire du métal extrême, hein, parce que ça fait quand même partie des premières sorties un peu de ce type-là. Et donc Valérie, entre-temps, d'Infest Records, donc elle a créé sa structure, va revoir Philippe et va lui dire, écoute, j'en ai à l'appel des groupes qui viennent me voir avec leur première démo qui me dit ouais c'est pas dingue mais ça va être mieux. Vous j'ai beaucoup aimé parce que il y a une certaine hargne, il y a une certaine énergie qu'on retrouve pas chez les autres, donc on vous prend pour un 45 tours. 2 pistes. Philippe, en apprenant la nouvelle, est allé revoir le groupe et leur a dit ouais on va pouvoir faire 4 pistes. Donc en fait de ce que j'ai compris, il avait le droit à faire 2 pistes et en fait il a décidé d'aller carrément en enregistrer 4. Et en fait en voyant les choses de plus en plus grandes, il s'est dit mais en fait on pourrait carrément faire un split avec un autre groupe. Ce groupe il va réussir à le trouver en quelques mois au Chili, un groupe qui s'appelle Torturer, un groupe de métal extrême chilien et en fait qui est toujours actif aujourd'hui. Donc Philippe avait déjà le nez pour dégoter des groupes de la scène extrême qui allaient devenir très importants. Et pour la petite anecdote, c'est un certain Jean-Marc Tristani d'un petit groupe de thrash death émergent en France qui s'appelle Massacra, qui s'est occupé de contacter donc ce groupe chilien. L'accord s'est fait assez rapidement et un split est prévu donc sur Infest Records. Pour la petite anecdote, j'ai un TikTok La Collecte Metal et j'ai déjà parlé à des Mexicains, dont un qui m'a dit qu'il avait déjà échangé avec les gars de Massacra pour recevoir des démos, il l'avait échangé par courrier. Donc je sais pas trop, mais peut-être que Massacra avait le monopole du contact avec l'Amérique latine à ce moment-là, donc c'est assez marrant. Et d'ailleurs, si vous voulez une petite vidéo sur Massacra, c'est peut-être prévu sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner si c'est pas déjà fait pour me soutenir. On passe à la suite. En parallèle de tout ça, donc Philippe est en train d'avancer sur ses projets, a déjà un premier split de prévu, hein, parce qu'au final il a réussi à convaincre que ça devait être un split. Il va rencontrer Séverine Fouraget, qui va donc devenir sa copine à l'époque et depuis, le couple est toujours ensemble. Et ce couple, c'est un des plus importants dans la scène extrême française parce qu'en fait, ils vont plus tard fonder Holy Records. On va voir ça un petit peu après. Donc les choses continuent. Misanthrope sort en 1991 le split Hater of Mankind avec Torturer. Torturer qui va appeler sa partie Kingdom of the Dark. Donc apparemment, ça sera en août 1991 que tout aurait été ficelé entre Torturer et Misanthrope. Et donc la sortie s'est faite un petit peu après. On a donc un premier split qui est quand même la première grosse pierre à l'édifice de Misanthrope dans la scène extrême française. En 1992, c'est une date qui est extrêmement importante parce que du coup, Séverine et Philippe vont créer Holy Records. Et il y a deux choses qui sont très importantes à retenir parce que je pense que je vais pas m'étaler sur le sujet parce que ça pourrait être une vidéo à part entière, mais déjà ils sont ultra motivés, c'est leur passion la musique, et en fait ils ont vraiment envie de vivre de ça, d'aider des groupes de la scène extrême à émerger, et donc en fait ils avaient un projet de BTS à faire pour valider leur année, et ils ont décidé de fonder ce label, de casser leur tirelire, de sortir le premier Nightfall, de prendre énormément de risques. Et d'ailleurs, en interview, Philippe va remercier leurs familles respectives d'avoir trouvé, je cite, de la compréhension dans leur incompréhension, parce qu'ils se sont un peu lancés dans ce projet un peu fou, et au final, ils ont quand même eu du soutien et de la compréhension de la part de leurs proches, et ils ont quand même monté quelque chose d'assez mythique dans l'histoire de la musique en France. Le deuxième point important, c'est que les Records s'est quand même fait connaître pour proposer des digipacks qui commençaient de plus en plus à être à la mode mais qui étaient vendus plus cher. Holy Records a décidé de vendre les digipacks moins cher que ses concurrents et en fait ça a un peu contribué à leur succès. Et Misanthrope évidemment n'en fait pas exception. Voilà. Ça c'est des first press et voilà, c'était sur Digipack et c'était pas très cher. Donc ça a énormément contribué au succès de Misanthrope et des sorties d'Holy Records. Le groupe va poursuivre son périple dans l'underground de manière encore assez amateur avec une nouvelle démo Deus pour release et un split qui s'appelle le Démo Promo 92 avec Nightfall, donc la première signature d'Holy Records. Et donc ça sort sur Holy et le groupe donc Misanthrope est évidemment intégré à Holy Records, tant qu'à faire, étant donné qu'ils ont une structure, autant intégrer leur groupe. Le groupe a quand même déjà pas mal de voyants au vert pour lancer son premier album, ils ont une structure qui est prête à le promotionner, Séverine de son côté est illustratrice donc elle peut s'occuper des pochettes, des artworks, c'est une de ses spécialités qui a été très importante d'ailleurs dans le développement d'Holy et également de Misanthrope, et surtout on a un Philippe Courtois qui est super motivé pour sortir son premier album, mais il y a un petit problème, c'est que il est tout seul en fait, les musiciens au fur et à mesure du temps sont partis, alors j'ai jamais eu de confirmation mais j'imagine sûrement parce qu'ils avaient trouvé un boulot à côté, que la musique c'était beaucoup trop risqué, ou alors des embrouilles, parce que mine de rien c'est le groupe de Philippe Courtois, donc il a peut-être un certain monopole sur la vision artistique du groupe à ce moment-là qui peut déplaire à d'autres membres du groupe. Je me suis pas renseigné honnêtement, mais j'imagine que ça doit être un mélange de toutes ces raisons qui ont fait que Philippe Courtois se retrouve tout seul
en 1992. Mais comme je vous ai dit, Philippe Courtois, il regarde ce qu'il y a autour de lui. Le 4 janvier 1993, il va à un concert d'un groupe qui s'appelle Crackbrain, un groupe de thrash death progressif français. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à aller écouter ça parce que c'est excellent. Pour les fans de death qui aiment bien voilà, le son de basse assez virtuose à la Steve DiGiorgio, bah allez écouter Crackbrain parce que il y a de la bonne basse, il y a du progressif, il y a du thrash death. Donc tout ce que vous aimez hein, globalement. Et donc écouter ce groupe vous fera rendre compte que le bassiste Jean-Jacques Moréac est absolument génialissime. Et bah en fait Philippe va le voir sur scène, ni une ni deux après le concert il va le voir. Il lui dit écoute je vais sortir un album sur ma structure, est-ce que ça te dirait de me rejoindre? Jean-Jacques Moréac se dit que c'est une super opportunité de sortir un premier album et rejoint Misanthrope. Quelques jours après, Philippe appelle Jean-Jacques pour lui dire en fait tu connaîtrais pas un guitariste? Et bah coup de chance en fait, dans Crackbrain il y a Charles-Henri Moréac, donc le frère de Jean-Jacques Moréac qui est guitariste, et donc Jean-Jacques lui dit bah oui il y a mon frère, si tu veux je lui propose, Charles-Henri accepte, et quelques jours après Philippe rappelle Jean-Jacques Moréac pour lui demander en fait tu connaîtrais pas un batteur? Bah si j'ai un batteur dans mon groupe aussi, il s'appelle Olivier Gobert, et donc en fait les trois membres de Crackbrain vont rejoindre Misanthrope, ce qui va signer un peu la fin de Crackbrain de ce que j'ai compris. Jean-Jacques conclura cette anecdote en disant que ça aurait été plus simple que Philippe propose directement aux trois musiciens. Le line-up est donc constitué, et donc en mai 1993, donc 4 mois après leur rencontre, le groupe va sortir son premier album, Variation and Inductive Theories, Architecture Screen Plans. Donc tout a été composé assez vite, on y voit une référence à leur première démo Inductive Theories dans le titre, mais là la musique de Misanthrope commence déjà à se forger. Philippe raconte que c'est pas leur meilleur enregistrement, et notamment au niveau de la voix, parce qu'en fait à peine il avait fini les textes qu'il a dû rentrer en studio et tout improviser, il a même pas eu le temps en fait un peu de construire la manière dont il voulait que sonne sa voix. Il a tout improvisé en studio, il est quand même assez content du résultat, mais il dit que ça aurait été mieux s'il avait pu se préparer. Alors comment expliquer la musique de ce premier album? C'est assez compliqué en fait, la musique de Misanthrope est unique, ça serait vachement compliqué de la décrire, mais si je devais dire un truc sur ce premier album, c'est qu'il y a quand même des influences qui ressortent comme Morbid Angel. Au niveau de certains riffs, certaines ambiances, également on a au niveau de la voix une grosse influence de Tom G. Warrior de Celtic Frost, dans la manière d'interpréter quasi théâtrale, parfois larmoyant, parfois très brutal. Certains solos comme celui de la démurge, moi m'évoquent pas mal Trey Azagtot, donc de Morbid Angel encore une fois. On a également des nappes de synthé qui vont être caractéristiques du groupe, qui se posent donc à travers cette musique. Là on n'est plus du tout dans un black metal comme pouvait l'être la première démo Crazy Soft Soul, on est plus dans du death metal, doom, atmosphérique, comme c'était un petit peu la mode à l'époque, toute cette scène émergente death doom atmosphérique qui était en train de naître. Une grosse caractéristique de l'album, c'est évidemment la basse de Jean-Jacques Moréac. Elle a un super rôle, on l'entend très bien. On pourrait carrément considérer que la basse est quasiment une guitare en fait, tellement il s'accorde des parties solo. Il n'est pas en train de suivre ce que fait le guitariste, juste jouer la note comme pourraient le faire certains groupes dont la basse a moins d'importance. Jean-Jacques Moréac c'est vraiment une partie soliste quasiment à lui tout seul dans Misanthrope, et ça c'est une constante qu'on va avoir dans tout le groupe. On a également un côté mélodique qui est déjà mis en place dans Misanthrope, même s'il y a vraiment un côté qui est axé sur la brutalité, parfois certaines parties assez rapides. On essaie quand même de transmettre des émotions dans la musique, et ça passe notamment avec les changements de voix de Philippe Courtois. Je pense notamment au solo de My Black Soul qui est un peu dans cette veine-là, très mélodique, très agréable à écouter et que j'adore énormément. Et enfin une spécificité de Misanthrope, ça va être également le côté progressif. Quand on commence un morceau, on sait jamais trop comment ça va finir. On passe par pas mal de changements de rythme, de variations. Ces variations qui sont accentuées par le chant de Philippe Courtois, qui se veut parfois plaintif, parfois agressif. Parfois on dirait un râle d'agonie carrément, donc c'est vraiment une palette d'émotions qui passe, donc la musique peut carrément être qualifiée de progressive. En plus de ce qu'on a dit, toute la vague death doom atmosphérique qui était à la mode à l'époque, avec les groupes comme Cathedral ou Godsend qui étaient en train d'émerger. Donc le premier album du groupe est lancé, ça a un succès qui est assez relatif, Holly Records est à peine à ses débuts, et la musique de Misanthrope est mine de rien complexe, donc il va falloir un petit peu de temps pour s'installer, mais le groupe est content, ils ont posé leur deuxième pierre à l'édifice, parce que mine de rien le premier split, Hater of Mankind, est quand même déjà quelque chose qui est assez culte, donc avec Variation and Inductive Theories, ça fait donc deux pierres à l'édifice posées par Misanthrope au sein de la scène métal française. Toujours en 1993, le groupe va participer à un split qui s'appelle And Forget, et vont notamment poser un morceau qui s'appelle Lonely Sadness, qui n'est disponible que sur ce split, donc autant vous dire que c'est complètement introuvable. C'est les objets là dont je parle, même le premier album Variation and Inductive Theories, je pense qu'il n'y a pas eu énormément de repress, donc très dur à trouver, je l'ai pas malheureusement. Et donc imaginez un split de l'époque, encore moins. Et donc voilà, il y a ce morceau Lonely Sadness qui est uniquement accessible via cette démo, mais on va reparler de ce morceau par la suite, et notamment il a refait surface très récemment, donc n'oubliez pas ce morceau. Donc ce Split and Forget, la particularité c'est qu'il y a 6 groupes différents dessus. En 1994, le groupe va sortir une première compilation qui s'appelle
Miracles Totem Taboo, dont je pourrais pas vous montrer la pochette complètement parce qu'elle est censurée malheureusement, parce qu'elle montre des statues en train de faire des choses, voilà, bon je pourrais pas vous montrer malheureusement, c'est YouTube, hein, super. Alors cette compilation propose déjà la démo Deus Purilis, donc ça c'est plutôt cool. Il y a des pistes inédites et il y a des réenregistrements de Variation and Inductive Theories. Donc le groupe est déjà en train de retravailler son répertoire, on sent que le groupe est déjà assez perfectionniste, essaye de travailler son art, et surtout ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que le groupe est toujours en train de regarder en arrière. Alors rappelez-vous sur ADX j'avais dit que j'aimais pas trop le fait qu'on réenregistre un peu tout, mais dans le cas de Misanthrope, en fait j'ai l'impression qu'ils considèrent leur catalogue complet, et même des pistes voilà, qui sont un peu perdues, ils essayent un peu de les remettre au goût du jour, de les retravailler, de les perfectionner, et ça c'est quelque chose en fait qu'ils vont faire tout au long de leur carrière, donc c'est plutôt une démarche qui est assez cohérente pour le coup dans Misanthrope, et c'est déjà le cas sur ce Miracles Totem Taboo. Sur cette compilation j'aime beaucoup le morceau Maudit sois-tu soleil, qui annonce déjà des pistes comme La dernière pierre sur l'album qui va suivre. Alors encore une fois le côté progressif ressort sur les morceaux, ce sont des morceaux qui sont souvent assez longs, où on passe par une palette d'émotions comme j'ai dit, et qui sont accentuées par les variations vocales de Philippe Courtois. Il y a quelque chose aussi que j'ai pas précisé, c'est que les musiciens de Misanthrope, en tout cas c'est le cas de Jean-Jacques Moréac et Philippe Courtois à l'époque, mais c'est également le cas pour le dernier line-up où c'est des gros mélomanes, et en fait ils ont une connaissance assez énorme en musique. Il y en a qui sont collectionneurs, donc ont des énormes collections de vinyles, de CD un peu comme ça, et surtout en fait ils écoutent pas seulement du métal, ils écoutent voilà, du jazz, du classique, de la pop, du rock. Ils sont assez ouverts d'esprit au niveau de la musique, et en fait ça se ressent aussi dans Misanthrope qui va pas hésiter à aller choper un peu des influences un peu partout, on sait pas trop, ça fait un cocktail assez bizarre, mais du coup qui rend la musique assez unique. Alors évidemment ADX n'y a pas échappé, mais alors Misanthrope aussi, je sais pas si Philippe, Jean-Jacques, ou Anthony, ou Gaël, si vous regardez cette vidéo, est-ce qu'on pourrait parler de potentiellement faire des rééditions pour Miracles Totem Taboo, Variation and Inductive Theories, pourquoi pas Eater of Mankind, Crazy Soft Soul, Deus Purilis s'il vous plaît, parce qu'en fait c'est très galère à trouver, j'ai regardé Miracles Totem Taboo, j'ai vu des prix assez exorbitants sur le net. Je sais pas si c'est la pochette qui pose problème ou des histoires de droit, j'espère qu'il y en a pas. Mais s'il y a moyen de faire une petite réédition, je sais que vous vous considérez comme un groupe anti-commercial, mais je vous assure qu'il y a des fans comme moi qui aimeraient bien un CD. Et d'ailleurs, il y en a dans les commentaires qui vont sûrement dire qu'en vinyle aussi, ça leur conviendrait très bien. Même une cassette, moi je demande pas beaucoup, mais vraiment j'aimerais beaucoup avoir ces objets pour pouvoir les écouter chez moi tranquillement. C'est vrai qu'il y en a qui sont sur YouTube, mais voilà, souvent c'est sur vidéo séparée, c'est pas la meilleure qualité, etc. Donc voilà, si c'est possible, moi je serais très chaud. En 1994 va sortir le deuxième album de Misanthrope. Fort de leur lancer, ils vont sortir 1666 Theater Bizarre. Et alors cet album, ça pour le coup, j'ai eu une chance monumentale, je l'ai trouvé un haut CD. Voilà, donc je pense que ça doit être une réédition, en tout cas sur Discogs j'ai pas trouvé spécialement la référence. Ça ressemblait un peu au First Press, et en même temps ça ressemblait à une réédition. C'était aucun des deux en même temps. Alors déjà le groupe là, on sent qu'il passe à un autre niveau. Donc 1666 c'est la date où est sorti le Misanthrope de Molière. Donc le titre Misanthrope n'est pas choisi au hasard, et d'ailleurs les textes de Philippe ne sont pas choisis au hasard. Et d'ailleurs je dis Philippe, mais en fait il change de nom sur cet album. Il va s'appeler SAS de l'Argilière. Donc en fait SAS, de ce qu'il a dit, c'était un délire, et de l'Argilière c'était un nom de famille qui venait de son grand-père je crois. Et donc en fait il va incarner ce personnage de SAS de l'Argilière, mais sur cet album en fait le personnage n'est pas encore complètement mis en place. Ça va être sur les albums suivants où ça va complètement être un élément indispensable de la musique de Misanthrope. Sur cet album figure un de mes morceaux préférés de Misanthrope qui s'appelle La dernière pierre, et en fait qui clôture l'album, et en fait ça finit par la phrase Un jour j'ai rêvé de vivre, qui est magnifique je trouve. C'est limite une power ballade, on va dire balade à la Misanthrope, un peu malaisante, etc. Et en fait ça se déroule, ça va finir sur des envolées un peu plus épiques. Et en fait la dernière pierre justement ça introduit le personnage de Célimène, qui est donc en fait l'amour refoulé de Alceste dans le Misanthrope, qui fait partie de tout ça. En fait Philippe explique un peu que la misanthropie ça commence par l'amour, et en fait le rejet de la personne qu'on aime, et en fait ça mène au fait qu'on déteste la personne, et finalement lui la dimension qu'il apporte c'est essayer de retrouver l'amour, etc. Bon, c'est une histoire à part Misanthrope, je vais pas trop rentrer dans les détails d'ailleurs parce que je pense que ça pourrait être une vidéo à part entière d'une part, et ensuite je pense que c'est quand même assez cool d'aller soi-même lire les paroles, essayer de se faire une idée de ce que veut transmettre le personnage SAS de l'Argilière dans les textes. Cet album pour moi c'est une pépite, je l'ai pas mal écouté vu que j'en ai une version, les morceaux que je retiens c'est 1666 Theater Bizarre, que j'aimais pas du tout au début et en fait finalement qui est un de mes morceaux préférés. On a aussi le morceau Schattengesang qui est chanté en allemand, donc qui est assez particulier dans la carrière de Misanthrope, et moi que je trouve excellentissime. Globalement la recette de Variations and Inductive Theories va être reprise mais en plus poussé, avec par contre là des pistes qui sont chantées en anglais et en français. Je pense à Courtisane syphilitique, La dernière pierre ou encore L'autre hiver. On va avoir des textes en français, des textes en anglais. Pourquoi ? Parce qu'en fait
Je pense que le groupe voulait s'internationaliser au début en faisant de l'anglais, mais en même temps Philippe Courtois a toujours été attiré par la langue française pour écrire des textes, donc en fait il a un peu le cul entre deux chaises, voilà, comme on dit bien chez nous en France. Et ça c'est quelque chose qui est quand même assez important sur les débuts de Misanthrope, on a toujours cette espèce de dualité entre l'anglais et le français. Également les claviers commencent à prendre la part belle sur cet album en étant carrément un instrument soliste à part entière, en faisant des grandes envolées lyriques, et ce ne sont plus juste des nappes un peu atmosphériques comme ça pouvait l'être sur Variation and Inductive Theories, et ça également ça va être un gros élément important sur la musique de Misanthrope par la suite. Ce qui se passe au niveau du line-up c'est un peu bizarre à cette époque parce que Charles-Henri Moréac au final ne jouera que sur Chattanooga, et je pense que ça doit être donc Philippe Courtois qui doit s'occuper des autres pistes à la guitare. Donc Charles-Henri Moréac va quitter le groupe. Ça sera toujours Olivier Gobert qui va jouer les parties de batterie sur l'album, mais au final il ne sera même pas crédité sur le disque, donc je sais pas trop ce qui s'est passé à ce moment-là. Il y a à la rigueur un claviériste, Alexandre Iskander, qui est crédité, mais au final en fait il va même pas rester, hein. Il va partir du groupe quelques semaines après, donc au final ça refait un line-up qui se retrouve entre Philippe Courtois et Jean-Jacques Moréac, et ces deux-là sont toujours dans le groupe, et ça va toujours un peu être autour de ces deux-là que l'histoire de Misanthrope va continuer. En tout cas, jusque dans les années 2000, et ça on verra par la suite. Le groupe ne se laisse pas abattre pour autant, ils vont faire une petite pause de 2 ans, le temps un peu de prendre du recul, et ils vont comprendre que leur musique a besoin d'évoluer avec les mœurs de l'époque. Ils ont vu leurs camarades de l'Autre Blast qui, pour le coup, eux sont partis au Morrison Studio aux États-Unis enregistrer Disincarnate, et ils se disent qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer au niveau de la Suède, au niveau de At the Gates, au niveau de, voilà, de toute cette scène death metal mélodique naissante, et il y a un studio en Suède qui est absolument mythique, qui est incontournable à ce moment-là, c'est le studio Fredman à Göteborg, et ils décident de s'y diriger pour enregistrer leur prochain album, Visionnaire. À la guitare, ils vont accueillir Jean-Baptiste Boitel, qui est mine de rien un guitariste qui va être très important dans l'histoire de Misanthrope sur les 2 albums d'après, et même après il va toujours avoir sa participation, mais on verra un peu ça. Sergio Cruz au clavier, qui lui est un pianiste avec une formation assez, j'ai l'impression, classique, baroque, ce genre de choses, donc il va apporter un peu sa patte sur ces albums-là. Du 3 au 17 février 1997, ils vont enregistrer Nuit et Jour au studio Fredman en compagnie de Frédéric Nordström. L'album Visionnaire, et ça d'ailleurs c'est pas les seuls qui l'ont fait, Hammerfall l'a fait aussi pour son premier album, Glory to the Brave. Le groupe va avoir pour moi son plus gros tube sur cet album qui est Bâtisseur de cathédrale. Moi c'est un morceau que j'adore absolument, qui me rend fou à chaque fois que je l'écoute, c'est un de mes morceaux préférés de métal de tous les temps. Il y a une espèce de lourdeur, des envolées de clavier, une sorte de côté très épique, un côté un petit peu ésotérique, même si au final on va voir que ça va quand même avoir un côté assez spirituel, la musique de Misanthrope. Voilà, bref, ce genre de morceau que je peux écouter 30 fois sans me lasser. On va avoir un côté assez doom sur certains riffs, hein, avec une session rythmique qui est absolument incroyable. D'ailleurs Jean-Jacques Moréac sur ce morceau Bâtisseur de cathédrale va faire des petits tappings et tout pour faire des transitions, je trouve ça assez génial. Il y a aussi un côté un peu black metal dans l'image qu'on veut se donner, hein, comme j'ai dit, une image un peu pas blasphématoire, mais un peu voilà ésotérique. Également le côté death qui ressort, le côté mélodique, hein, qui ressort, le côté progressif, le côté voilà, atmosphérique, tout ce que vous voulez. La musique de Misanthrope c'est très dur à décrire. Encore une fois, Visionnaire voit une certaine dualité dans les langues employées entre l'anglais et le français. On a Bâtisseur de cathédrale, Le silence des grottes d'un côté, La rencontre rêvée, Visionnaire, mais on a aussi Ends of the Puppeteers, Futile Future, et encore 2666. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah là, SAS de l'Arguilière, donc qui est écrit ici. Et en fait, Philippe Courtois va donc vraiment s'incarner dans ce personnage, essayer de retranscrire un peu ses doutes, ses pensées, parfois un peu obscures. Il le transpose dans ce personnage et il lui fait dire ce que lui n'oserait peut-être pas dire en tant que Philippe Courtois. Et on va voir d'ailleurs que cette dualité va avoir un petit problème ensuite de compréhension de la part des médias. Donc SAS de l'Arguilière va prendre le rôle d'un personnage qui est descendant d'Alceste, misanthrope lui aussi, et qui va traverser les âges, donc qui va faire des voyages temporels de 1666, année d'écriture du Misanthrope de Molière, jusqu'à 2666, dont le morceau est ici. Et en fait, il va raconter un petit peu tous ces voyages spirituels, essayer de communiquer avec Dieu, essayer de remettre en question certains aspects de l'histoire de France, d'avoir cette problématique autour de Célimène. Donc il y a pas mal de choses qui sont abordées dans la musique de Misanthrope, qui en fait qu'il y a une musique qui est très riche, et donc chaque album en fait va apporter une pierre à l'édifice pour essayer de comprendre un peu toute l'histoire. L'album est un très beau succès, donc comme j'ai dit, l'ambiguïté entre l'anglais et le français va être quelque chose qui va être dur à démêler pour Philippe, et qui va prendre un petit moment avant qu'il fasse un choix.
et du coup en fait cette ambiguïté elle va continuer sur l'album d'après, Libertine Humiliations, parce que le dernier morceau en fait va s'appeler Humiliation Libertine, donc voilà déjà, mais en fait il est chanté en anglais, donc voilà on s'y retrouve plus trop. Mais ce qu'il faut dire c'est qu'en fait ils retournent au studio Fredman, ils ne changent pas une équipe qui gagne, mais ils font quand même évoluer leur musique, là ils veulent un son beaucoup plus direct, beaucoup plus brutal, comme pour les précédents albums, le layout et l'artwork est toujours réalisé par Séverine, mais ce qui va changer c'est que là où Frédéric Nordstrom avait une grande place dans la production pour Visionnaire, on va plus laisser le rôle à Jean-Jacques Moréac et Jean-Baptiste Boitel. Ils vont plus s'occuper de la production, et donc Frédéric Nordstrom aura un rôle qui sera un peu plus en retrait au niveau de la musique de cet album. On voit que le groupe par ailleurs va s'inspirer de l'histoire de France pour écrire ses paroles, tout comme ADX. On a par exemple le morceau L'écume des Chouans, qui moi est mon morceau préféré de l'album, qui va raconter les massacres en Vendée opérés par les forces républicaines, et on voit en fait dans ce morceau que c'est toujours Alceste qui traverse les âges, d'ailleurs on voit il dit moi Alceste de l'ombre, je pleure en chantant cette désolation, donc Alceste est témoin voilà de ces épisodes, et d'ailleurs en fait il y a pas mal de textes de Misanthrope qui sont orientés autour de remettre en question la Révolution française, est-ce que la République qu'on a eue est vraiment une si bonne solution que ça fait partie des interrogations de SAS de l'Argilière. Également le groupe va mettre Crazy of Soul dans l'album, et donc pas la version qu'ils ont faite sur la deuxième démo, mais une réécriture, ce qui est plutôt agréable. Alors ça détonne un peu au niveau de l'album, c'est quand même plus bourrin, mais voilà, comme j'ai dit, le groupe voit tout son répertoire comme un catalogue vivant et repioche dans ses anciens morceaux pour les remettre au goût du jour, c'est quelque chose qu'ils font régulièrement. Cet album va également connaître un super succès, et le groupe va commencer à avoir des concerts super intéressants. Ils jouent au festival de l'Agora, notamment avec des groupes comme Angra, Gamma Ray ou Dimmu Borgir, et ils vont faire un Élysée Montmartre complet en première partie de Cradle of Filth. Le groupe est élu meilleur groupe de métal français par les lecteurs de Hard Heavy en 1999 et par les lecteurs de Hard Rock Magazine et de Hard Heavy en 2000. En 2000, le groupe va sortir une compilation qui s'appelle Recueil d'écueils, les épaves et autres œuvres interdites, une compilation de 3 CD sortis à 1793 exemplaires, avec l'album Libertine Humiliation, un CD live et un CD avec des inédits, notamment une reprise de Paradise Lost, et notamment dans les inédits, il y a un morceau qui s'appelle Le Roman Noir, qui va être un morceau très apprécié, qui va encore plus les faire rayonner, et qui va devenir un morceau assez indispensable de leur concert à partir de là. Donc ce morceau est accessible uniquement dans cette compilation. Le coffret est rapidement d'ailleurs sold out, tellement c'est un succès. Par la suite, Philippe Courtois va décider d'arrêter de jouer de la guitare et va laisser sa place, estimant qu'il n'était pas assez bon pour l'exercice et qu'il voulait plus se concentrer sur l'interprétation de son personnage et l'écriture des textes. On a donc à ce moment-là un certain Alexis Filippo à la batterie et Franz Xavier Bocher qui prend la guitare, ce qui fait que c'est un groupe à 5 à ce moment-là. Le groupe la même année, donc en 2000, va sortir son 3e album au studio Fredman et donc son 5e album, Misanthrope Immortelle. La part au clavier est assez importante, et d'ailleurs dans une interview sur Une Dose de Métal, Philippe Courtois dira que Dimmu Borgir sont passés juste après eux et que bizarrement eux aussi ils avaient eu l'air de mettre la belle part au clavier après être passés, donc il a insinué que Dimmu Borgir avait bien aimé ce qu'ils avaient fait lors de l'enregistrement au studio Fredman. Le groupe va encore plus loin, alors là pour le coup la production et la direction artistique est beaucoup plus laissée à Jean-Baptiste Boitel, qui va donc gérer la majorité de cet album. Donc voilà, comme j'ai dit, Jean-Baptiste Boitel c'est quelqu'un qui a laissé sa marque dans Misanthrope et notamment sur Misanthrope Immortelle en plus des 2 précédents. Le groupe continue dans ses expérimentations en anglais et en français, vont encore plus loin dans la production et dans leur démarche et proposent donc un album qui sonne différemment des 2 autres. Et d'ailleurs en fait avec les 2 autres, donc Visionnaire, Libertine Humiliations et Misanthrope Immortelle, on peut un peu voir ça comme la trinité du studio Fredman, chacun un peu dans son style différent. Moi si je devais résumer rapidement mes morceaux préférés, c'est pas très original, mais c'est Bâtisseur de cathédrale, L'écume des Chouans et Tranchée 1914, qui est d'ailleurs un hommage au poilu qui est vraiment bien écrit je trouve, et notamment il y a la phrase « Oui grand-père, nous en tirerons une leçon, tes camarades ne sont pas morts pour rien ». Donc voilà, il y a toujours un peu ce côté, tout comme ADX, un peu se remémorer l'histoire pour éviter de répéter les erreurs du passé. Cet album va sortir sous 4 versions, russe, brésilienne, une version européenne et une version française, donc ils sont très contents du résultat, le groupe est vraiment à son apogée à ce moment-là. Il lance une tournée en novembre 2001 sur le chemin des Immortels, et qui va s'achever en mai 2002 avec des groupes comme Glooming Grim ou Yearning. Avant d'aborder la prochaine partie qui va concerner donc le passage à vide de Misanthrope, il est important de parler de sa relation avec la presse spécialisée. En janvier 1999 va sortir un article dans Hard Heavy qui concerne Misanthrope. Philippe Courtois est dépeint comme une sorte d'ancien noble qui vit à l'ancienne, qui vit dans un château, qui se balade en chaise à portée, voilà, un peu précieux, on pourrait limite dire. Philippe Courtois, alors dans un premier temps, va jouer le jeu, va se dire bon ok, en plus
Les journalistes avaient l'air de lui dire qu'il fallait un groupe comme ça à cette époque, que ça allait faire réagir, que ça allait contribuer à leur donner une image. Et c'est vrai que dans un premier temps, ça fonctionne pas trop mal. Misanthrope a un côté un peu d'un groupe qui apporte une vision artistique, qui réfléchit beaucoup à ses textes, qui est très intelligent dans la démarche. Mais en fait, ça va un peu à peu se retourner contre eux. En fait, Philippe Courtois va pas mal reparler de cette interview en disant que ça a vraiment contribué à la période et le gros passage à vide qui va passer par la suite, parce qu'il y a eu pas mal d'incompréhension envers le groupe. Déjà, on n'arrive pas à faire la différence entre Philippe Courtois et SAS de l'Argélière, son personnage. Les gens pensent que voilà, certaines des idées qui sont transmises ou certaines des considérations misanthropiques est le cas de Philippe Courtois, alors que Philippe Courtois, dès qu'on le voit en interview, c'est toujours quelqu'un qui est très sympa. Pas du tout hautain. Il y a un côté pompeux aussi qui est notamment critiqué vis-à-vis du groupe. Et c'est vrai qu'en plus le groupe, avec toute la mise en scène qu'ils ont sur scène, ils arrivent avec des costumes sur scène. Parfois, il y a le côté un peu comme dans le morceau Passion millionnaire qui reprend le dessus, voilà, il verse du champagne sur les gens, il y a des vidéos comme ça sur YouTube. C'est à prendre évidemment avec du second degré, mais certains évidemment l'ont pris au premier degré. Et d'ailleurs je voulais remercier l'ami Achille de Metal Hunters qui a fait une super vidéo sur les 3 albums, donc Misanthrope Immortel, Sadistic Sex Diamond et Metal Hurlant. Parce qu'en fait il raconte un peu ça, parce que lui il l'a vécu en fait sur le webzine VS Webzine, qui était donc un webzine très populaire de métal, que moi j'ai pas connu personnellement. Apparemment le groupe se faisait régulièrement défoncer par des chroniqueurs et une horde de gens qui suivaient un peu ce que disaient les chroniqueurs sans réellement aller écouter la musique, et ils se sont fait une mauvaise réputation notamment sur ce site. Donc Misanthrope en fait a commencé les années 2000 sous de mauvais auspices, et notamment pour l'arrivée de leur album qui va suivre. Vous couplez à ça que la transition médiatique sur internet a été mal opérée par le groupe, ça c'est selon les aveux de Philippe Courtois. Il y a pas mal de gens qui ont raté le coche au niveau d'internet, et en fait ils ont un peu coulé leur réputation assez rapidement malheureusement. Mais ce n'est pas pour faire perdre la motivation au groupe. Avec les royalties de Misanthrope Immortel, Jean-Jacques Mauriac va installer un studio qui va s'appeler le Manoir des Déportés. Et donc avec ce super nom, qui est un peu bizarre quand même, ils vont quand même acquérir une certaine liberté artistique, parce qu'ils vont pouvoir s'affranchir de réserver un studio. Alors c'est pas un studio, ils peuvent tout enregistrer, ils peuvent pas enregistrer la batterie par exemple, mais au moins ça va limiter les coûts et leur permettre d'avoir un studio à leur sauce. Et d'ailleurs en 2002 ils vont sortir un album qui s'appelle The Monotonous Moment of a Monologue sur leur projet commun que Jean-Jacques et Philippe vont faire, qui s'appelle Argile, qui est une sorte de death doom avant-gardiste mais que je suis pas allé écouter, donc je pourrais pas vous en dire plus. Alors ma petite théorie c'est que le groupe avait envie d'explorer d'autres horizons avec un nouveau groupe, et en même temps il voulait un petit peu tester le studio pour préparer un bel album de Misanthrope. Moi c'est ma petite théorie personnelle, vu comment on voit comment Misanthrope c'est leur bébé, c'est un groupe, c'est quasiment toute leur vie à Jean-Jacques et Philippe, et ils en parlent souvent comme leur bébé. Donc je pense qu'en fait ils ont testé leur studio avec un autre projet avant de laisser la place à Misanthrope. Enfin pour couronner le tout, qui dit Misanthrope jusqu'à 2002 dit instabilité de line-up. Jean-Baptiste Boitel va signifier qu'il ne veut plus continuer dans le groupe, mais qui veut continuer à aider au niveau de la production, des arrangements, des samples, mais qu'il ne va plus officier en tant que guitariste. Et encore une fois, Jean-Jacques Mauriac et Philippe Courtois se retrouvent tout seuls. Ils vont intégrer Gaël Ferret à la batterie et Anthony Semama à la guitare. Gaël Ferret, pour la petite anecdote, c'est Dirk Verbeuren, donc un batteur qui maintenant a une carrière énorme international, qui a poussé Gaël à rejoindre Misanthrope en disant que c'était un super projet. Voilà, à l'époque c'était pas le cas, mais maintenant on sait qu'il a joué chez Aborted, chez Heads, chez Megadeth, donc il a vraiment une carrière absolument fabuleuse. Pour parler de ce nouveau line-up de Misanthrope, et d'ailleurs j'ai une bonne nouvelle, c'est le dernier changement de line-up de la vidéo, parce que le groupe est toujours avec le même line-up depuis ce moment-là, donc ça fait plus de 20 ans, et ça fait plaisir de voir une stabilité, parce qu'il y a une véritable osmose entre les musiciens. Ils racontent ça, tout le monde a un peu son rôle. Pour composer les musiques, Jean-Jacques Mauriac ou Anthony Semama arrivent avec des morceaux qui sont tout prêts, ou alors Anthony et Jean-Jacques composent ensemble, les deux font des parties de synthé, donc les deux vont s'occuper de cette partie. Au niveau de la composition, Philippe arrive avec des idées de guitare vers Anthony, et Anthony va les transposer, va les réarranger et va en faire des morceaux de Misanthrope complets. Et là où Philippe et Jean-Jacques ont une manière qui est assez particulière de composer, c'est que Philippe va lui donner des idées, lui donner des textes, lui donner des chansons complètement écrites, et Jean-Jacques va s'occuper en fait d'en faire une musique de Misanthrope. Donc c'est assez rigolo comme manière de composer. Gaël Ferret également prend part aux compositions quand le groupe se met tous ensemble. Petite particularité, c'est que les parties de batterie souvent sont écrites par les autres musiciens, et ils vont les donner à Gaël, et Gaël en fait dit que les autres musiciens savent comment lui fonctionne, comment il joue les parties. Il dit que les parties de batterie sont très similaires à ce qu'il aurait pu composer lui, mais évidemment il réarrange tout, et ce qu'il va faire c'est plus travailler au niveau du son, quel son il veut au niveau de ses tomes, quel son il veut au niveau de ses cymbales. Gaël, pour le présenter rapidement, c'est un gros fan notamment de Lars Ulrich. C'est un artiste auquel il a pris pas mal de plans, et il dit il trouve que c'est son batteur préféré, et il est également très fan du batteur de Police, mais le batteur de Police il est très bon, je le comprends. Autre particularité sur ce line-up,
c'est que ce sont tous des gigantesques mélomanes. Voilà, c'est ce que je vous avais dit. Ils ont des grosses collections, ils écoutent de tout. Alors sauf Anthony Semama, de ce que j'ai compris, qui est plus orienté sur le métal, lui. Mais voilà, Gaël, Philippe, Jean-Jacques, eux, c'est des gens qui écoutent un peu de tout. Comme j'ai dit, rock, pop, jazz, country, ce que vous voulez, quoi. C'est des gens qui aiment la musique pour la musique et ils sont pas accros qu'au métal, et ils ont bien raison d'ailleurs. Mais ce qui fait que souvent en fait ils vont discuter entre eux, s'échanger des artistes, échanger des idées, et donc un peu tout ça, ça va continuer à faire une sorte de gros mélange qui va rendre la musique de Misanthrope absolument indescriptible et unique. En janvier 2003, le groupe est fin prêt pour son nouvel album Sadistic Sex Diamond. Ils vont cette fois donner la responsabilité du mix à Anssi Kippo, donc qui a notamment travaillé avec Children of Bodom en Finlande, et à ce moment-là en fait il y a quand même des tensions dans le groupe, hein. Comme on a dit, mauvaise presse, changement de line-up qui vient de s'opérer, perte un peu en popularité, et notamment il y a une dispute qui aurait éclaté entre Philippe et Jean-Jacques, donc le cœur de Misanthrope. À ce moment-là, hein, on va dire que les deux autres membres sont pas encore complètement intégrés à Misanthrope, hein, j'imagine, même si au final ça va former un noyau qui est maintenant indissociable, et cette dispute apparemment ils vont la régler en Finlande par une nuit extrêmement froide, et donc tout va bien, mais on a échappé au split de Misanthrope peut-être, hein, je sais pas, en vrai j'ai lu ça dans une interview, je suis peut-être en train de me faire des idées, mais en tout cas ils ont reparlé de cette dispute, donc c'est que ça devait être un petit peu important. L'album sort et ben en fait il se fait relativement descendre, hein, notamment dans Rockard, je crois qu'il y a une journaliste qui avait mis la note de 8 sur 10 à l'album, et elle a mis 3 sur 10 pour les voix. Et donc le groupe amicalement surnomme cette journaliste 3 sur 10 depuis. Le groupe se fait relativement aussi descendre voilà, au niveau des webzines, au niveau de ce genre de choses. Sadistic Sex Diamond est un album qui est relativement incompris, et je vous propose qu'on en parle un peu, parce que est-ce qu'on n'est pas sur un des albums les plus sous-estimés du métal français? Bon, je sais pas en vrai, peut-être que j'abuse, mais moi je trouve que c'est un excellent album. C'est mon premier après, donc peut-être que je suis biaisé là-dessus. Donc là ce que j'ai c'est une édition limitée où il y a d'ailleurs un CD2 avec des versions anglaises, hein, par exemple de La Marche des Cornus, des versions instrumentales de L'Extinction d'une étoile, une version anglaise aussi de Sadistic Sex Diamond, et 2 morceaux bonus, donc Nouvel Enfer et Char Organique qui vont réécrire par la suite je crois. Et Nouvel Enfer d'ailleurs, il y a une version live qui existe sur YouTube, donc c'est pas commun des groupes qui reprennent leurs morceaux bonus en live. Alors que dire de Sadistic Sex Diamond? Et bah si vous êtes fan de Misanthrope, que vous n'aimez pas cet album, que vous l'avez un peu délaissé, que vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller écouter Révisionniste, La Marche des Cornus ou encore L'Extinction d'une étoile, parce que vous êtes peut-être passé à côté de morceaux qui font parmi des meilleurs de Misanthrope pour moi. Je trouve que c'est un album qui est excellent, les musiciens fonctionnent déjà très bien ensemble, alors on va dire qu'ils sont encore en train de s'habituer à leur nouveau studio, à leur nouvelle manière de produire des albums, mais moi je trouve que cet album il est complètement sous-estimé. Voilà, c'est que mon opinion, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce Sadistic Sex Diamond si vous le connaissez, et moi ça m'intéresse parce que je trouve que voilà, c'est un album qui est pas reconnu à sa juste valeur. On va essayer de continuer de comprendre la musique de Misanthrope, hein. Alors déjà, le groupe va passer sur une formation qui était traditionnellement de 2 guitaristes à un seul, donc les morceaux vont changer, l'interprétation des anciens morceaux en live va également changer, il va falloir réorganiser un peu tout ça, mais j'ai envie de dire c'est pas très grave, parce que quand on a Anthony Semama et Jean-Jacques Moréac à la basse et la guitare, en fait c'est comme si t'avais 3 ou 4 musiciens tellement ils font des choses de fou. La particularité de Sadistic Sex Diamond, c'est que le groupe va opter pour une écriture complète en français, et c'est là où en fait Philippe va se décider à vraiment utiliser le français pour Misanthrope. C'est une langue qu'il adore, c'est une langue où il adore utiliser les mots, il adore écrire des textes en français, et de toute façon ses ambitions internationales d'écriture en anglais, il se dit que déjà on s'en fiche, et ensuite pourquoi ça serait pas possible avec le français, donc il va décider de faire que des textes en français, même s'il va proposer des versions anglaises, hein, il va pas hésiter à écrire ses textes en anglais et à les réenregistrer, mais plutôt pour des bonus ou alors pour des compilations et des inédits. Et aussi un dernier élément que je voulais mentionner, c'est cette espèce de main en bois qu'on voit souvent sur toutes les pochettes de Misanthrope en fait. Quand vous regardez par exemple sur 1666, elle est là. Sur Visionnaire et Libertine Humiliation, on les voit bien aussi. Voilà, c'est que plus récemment que Misanthrope va arrêter cette tradition, mais je trouvais ça assez cool de voir qu'il y avait une main en bois sur quasiment tous les albums de Misanthrope. Alors, les concerts continuent, hein, mine de rien, malgré la chute du groupe. Alors, chute, c'est relatif, hein. On va dire qu'ils avaient vraiment une énorme popularité avec les 3 albums du studio Fredman, et que là, en fait, ils redescendent, ils font beaucoup moins de ventes. En plus, voilà, le téléchargement commence à bien se mettre en place, donc les ventes forcément chutent. Mais la chute n'est vraiment pas artistique pour moi, hein, tant je trouve cet album excellent. Je pense juste que c'était un peu avec les modes de l'époque, et que, comme a dit Philippe Courtois, que le groupe n'a pas réussi à suivre l'évolution des méthodes de médiatisation des groupes. Le groupe va quand même continuer son parcours et va donc approcher de son 15e anniversaire en 2005 et va proposer un coffret pour l'occasion. Ce coffret s'appelle donc Misanthrothérapie 15 années d'analyse. C'est un coffret qui a été tiré à 2000 exemplaires. On a donc 2 DVD, 2 CD, un CD avec
plein de chutes de studio entre 2001 et 2005, et en fait un autre CD voilà, avec des versions live, des reprises, notamment il y a une reprise de l'Élite de Trust, qui est moi mon morceau préféré de Trust de tous les temps, j'adore énormément ce morceau. On a voilà des versions live de La Marche des Cornus, de Révisionniste, de leur album Sadistic Sex Demon. Alors d'ailleurs l'album Misanthrothérapie est présenté comme l'album de la réconciliation, ce qui est assez rigolo, donc ça je pense que c'était carrément un clin d'œil aux tornades médiatiques qui pouvaient se prendre, et également, tu vois ce que c'est. Voilà, ce que j'aime beaucoup c'est comment il présente le truc. Ce coffret est dédié aux maniaques incurables de misanthropes qui ont choisi notre camp et non celui des autres. Quant aux impurs, détestez-vous, c'est tout ce qui vous reste. Voilà, ça aussi c'est pour régler ses comptes. Et d'ailleurs je vais être un petit peu tatillon, mais il y a une faute d'orthographe, voilà. Quant aux impurs, quand c'est pas avec un D, c'est avec un T, voilà. Et d'ailleurs, il y a une autre faute d'orthographe. 1666 Theater Bizarre où martèlement est écrit E2LE. Voilà, bon, c'est moi, c'est fanfan. Je ressors des fautes d'orthographe d'albums qui ont plus de 20 ans, mais ouais, c'est moi. Non, bref, je déconne. Mais en plus, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est dans la préface aussi. Parce que la préface se termine par « Réunis dans cette église de peine et d'acharnement, l'apaisement nous tente. » Quand les cornes sandler de l'attaque du métal hurlant, et donc en fait le groupe se paye le luxe d'annoncer l'album qui va suivre, donc on est toujours dans cette continuité, d'avoir une œuvre artistique globale, donc chaque album prend en compte les précédents pour s'améliorer artistiquement et musicalement, et continuer à suivre cette histoire et avoir cette cohérence dans toute l'écriture du groupe. Pour parler un peu de ce coffret, c'est vachement cool je trouve d'avoir des chutes de studio, de récupérer des morceaux inédits. Je pense que c'est ce que beaucoup de groupes devraient faire, hein, sortir un peu les morceaux. Après je comprends qu'il y en a qui assument pas trop parce qu'ils trouvent qu'ils sont pas assez bons, mais je pense qu'il y a beaucoup de fans qui sont très fans des groupes et en fait qui aimeraient bien avoir ces morceaux. Rien que par curiosité, pour comprendre un peu par quelle phase sont passés les musiciens pour composer leur album. Donc moi je trouve que c'est une super idée de proposer ce genre d'objet avec voilà des inédits que Misanthrope a écrit. Et d'ailleurs je pense que ce coffret, si vous avez la chance de le choper, moi j'ai eu beaucoup de chance je pense qu'il est quand même assez compliqué à trouver, n'hésitez pas à le prendre, hein, je pense qu'il est assez indispensable. Tout comme le recueil d'écueils, il y a des pistes qui sont introuvables autrement que dans cette compilation, et je pense que la qualité est vraiment au rendez-vous sur les morceaux. Chute de studio on va dire, c'est pas non plus voilà un énorme album studio banger et tout, mais je pense quand même qu'il y a des chouettes morceaux là-dessus, donc n'hésitez pas à vous le procurer si vous arrivez à le trouver, il est vraiment bien. Chose promise, chose due, le groupe en 2006 va sortir donc son nouvel album Métal Hurlant, qui est une référence donc au magazine orienté bande dessinée science-fiction, hein, qui était assez populaire. Et d'ailleurs, Philippe Courtois dit souvent en interview qu'une inspiration de Misanthrope qui est extra musicale, c'est souvent la bande dessinée. Tout ce qui est Métal Hurlant, Conan, d'ailleurs il dira que Conan c'est une grosse influence pour lui. Même si on le retrouve pas dans les textes directement, ça l'a beaucoup influencé pour écrire. Métal Hurlant, c'est également une réaction à toutes les critiques qu'aurait pu avoir le groupe d'être un peu pompeux, un peu trop sophistiqué. Métal Hurlant, c'est un titre direct, voilà, c'est pas un titre en latin comme Sadistic Sex Demon. On est direct, on a un album qui est assez massif, une prod qui est assez rentre dedans, un côté assez trash sur pas mal de morceaux, même si en fait c'est toujours une sorte de grand mélange misanthrope qui est assez indescriptible. Pour l'anecdote, le groupe avait écrit 33 textes et thèmes pour cet album, ils n'en ont gardé que 12 qui sont donc les 12 morceaux qui vont constituer l'album Métal Hurlant. Le groupe continue d'explorer les thèmes de prédilection qu'ils ont toujours connus jusque-là, la religion, la décadence sexuelle et sociale et l'histoire de France. L'album a 12 pistes et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que c'est un pattern qu'ils vont répéter par la suite sauf pour l'album Irrémédiable, mais souvent les albums d'après de Misanthrope ont 12 pistes, et d'ailleurs le nombre 12 symbolise le cycle achevé, le nombre parfait. Donc ça montre encore une fois que la vision artistique de Misanthrope se veut aboutie et que chaque album est extrêmement bien réfléchi pour fournir une œuvre globale. La même année, en 2005, le groupe va participer à un split DVD pour un concert organisé par Holly Records et notamment ils vont participer aux côtés de Suppuration. L'album, bien qu'excellent, ne retrouve toujours pas le succès et le groupe continue de se demander comment ils vont faire pour bien essayer de renouer avec son public. Ils vont changer leur méthode, ils vont contacter le producteur Fernando Pereira Lopez du studio Davout à Paris pour essayer de changer un petit peu la formule. Alors ils continuent de travailler avec leur studio Le Manoir des Déportés, mais voilà, ils vont changer un peu leur manière de faire et ça va vraiment leur réussir. Ils vont sortir une œuvre irrémédiable qui est basée sur la vie de Charles Baudelaire, donc également une influence de Philippe Courtois dans Misanthrope. Philippe dira en interview que d'ailleurs il était un peu désespéré à ce moment-là dans le sens où en fait Sadistic Sex Demon et Métal Hurlant n'avaient pas rencontré le succès qu'il espérait, et il se disait que maintenant il allait faire de la musique pour de la musique, il se disait qu'une œuvre sur Charles Baudelaire ça lui plaît, donc il l'a fait. D'ailleurs cette œuvre elle a été faite donc 150 ans après la mort et la publication des poèmes de Charles Baudelaire, et il y a 15 pistes dessus, donc peut-être 15, 150 ans, il y a peut-être un lien là-dessus, je sais pas trop. Philippe Courtois est assez mystérieux sur sa manière d'aborder l'exercice, mais ce qui est sûr c'est que le groupe va encore plus loin dans sa démarche, un nouveau studio, donc ils font de nouvelles choses, ils vont plus loin dans la
production. Ils adoptent un style d'enregistrement qui est très particulier, que moi j'aime beaucoup. C'est qu'en fait ils écrivent tout l'album, et ensuite basse, guitare, batterie vont répéter comme des malades, ils vont jouer ensemble pour faire maturer les morceaux, pour les rendre un peu plus live, et une fois que c'est prêt en fait ils vont enregistrer en studio, ils vont enregistrer tout d'un coup, c'est-à-dire basse, guitare, batterie, et ils vont mettre les voix par-dessus. Ce qui fait qu'en fait, déjà l'album a un côté live, ce qu'on entend, c'est normalement ce qu'on entend en live. Deuxièmement, il y a un côté plus spontané, il y a quelques petits maladresses, par exemple un temps qui est pas super bien mis. Jean-Jacques Morat qui dit en interview, on s'en fout, on laisse. Voilà, si on a fait un petit pain, c'est pas très grave. Bon, s'il y en a un gros, évidemment, on le retire, ou alors on réenregistre. Mais voilà, en fait, ils ont envie que la musique ne soit pas découpée, recalée à chaque temps. Il dit qu'il y a une pléthore de groupes qui font ça, qui réécrivent tout en studio, qui redécoupent tout, qui recalent tout, et il dit que quand tu les entends en live, ah bah ouais, ils arrivent même pas à faire ce qu'ils ont fait en studio, quoi. Donc lui, il a un peu ce côté-là en mode il faut que la musique soit vivante, et l'autre côté qui est très avantageux, c'est qu'en fait, du coup, ça fait 3 fois moins de choses à enregistrer, donc forcément, tu gagnes du temps et de l'argent sur ton enregistrement. C'est donc la vie de Charles Baudelaire qui va largement inspiré cet album, et notamment ses recueils de poèmes Les Fleurs du Mal, Célébration lesbienne, Paradis artificiel, Hachiche et vin, et les litanies de Satan. La production est vraiment béton, on entend à balle tous les instruments, notamment la basse, Coucou and Justice for All, qui s'entend excellemment bien sur Misanthrope. Comme j'ai dit, c'est un instrument à part entière à la basse, mais quand je dis à part entière, la basse est vraiment mise en avant dans Misanthrope, au risque de me répéter. Et surtout, la synergie entre les différents membres du groupe commence à prendre, mine de rien, parce que c'est le 3e album que le même line-up enregistre ensemble, ils ont fait de nombreux concerts ensemble, ils se connaissent très bien, ils fonctionnent très bien, ils savent très bien comment écrire un album ensemble, chacun a son rôle, comme j'avais un petit peu expliqué dans la composition également. Philippe, lui, son rôle, ça va plus être d'écrire des textes et d'aller chercher des opportunités de concert, de contacter des acteurs importants de la scène, et donc de continuer de faire vivre le groupe. Irrémédiable est un gros succès. Malgré un album qui est assez grandiose, de 15 pistes, comme j'ai dit, le groupe renoue avec son succès passé. Tout se passe super bien pour la sortie de cet album, et en fait, ce qui se passe, c'est que le groupe va se dire, pour l'album d'après, il faut surtout pas qu'on change la recette, on va reprendre tous les gens qui ont contribué à cet album. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que 2 ou 3 ans après Irrémédiable, il est déjà prêt, en fait, il est même déjà limite enregistré, maquetté, répété, tout ce que vous voulez. En fait, il va y avoir des soucis personnels de la part de certaines personnes qui étaient impliquées dans Irrémédiable, et le groupe s'est dit, on va attendre que tout le monde soit prêt, soit sorti un peu de leur galère personnelle pour enregistrer l'album qui va suivre, et c'est pour ça que Enigma Mystica va sortir que 5 ans après. Voilà, l'album comporte 12 pistes, on revient au nombre de 12 pistes, et le groupe va arrêter d'utiliser la main en bois pour son album. Alors certains y voient peut-être dans la forme des armes une main, mais moi j'en vois pas personnellement. La pochette est une photo prise par Jean-Jacques Moréac sur un îlot aux arbres morts au large de la Guyane, et en fait c'est sur cette île que va se passer l'histoire de Enigma Mystica. SAS de l'Argilière, ou donc descendant d'Alceste, va se retrouver sur cette île, et en fait les 12 pistes de Enigma Mystica vont être 12 énigmes dont la clé de compréhension se situe dans les dernières pistes, dans la pochette, dans les paroles. Et donc la clé de cette énigme, en fait, elle est racontée dans cet album. Je vous invite à aller écouter peut-être si vous voulez vous faire une idée de ce qu'est l'histoire. Donc Jean-Jacques Moréac va aller 2 fois sur cet îlot, va faire 2 voyages pour suivre les traces d'Alceste et donc pour prendre ces fameuses photos pour le livret. Le groupe aime bien déconner en disant qu'il s'agit de leur Da Vinci Code de Misanthrope, évidemment avec toutes les énigmes qu'il y a. Il précise qu'un morceau comme Gigantomachie pourrait carrément être une suite à la Marche des Cornus, ou encore que la trame entre Célimène et Alceste qui s'étaient séparés dans le morceau La Dernière Pierre de 1666 Theater Bizarre, et en fait va continuer sur cet album. Donc encore une fois, ils relient leur univers avec des anciens albums, ils n'hésitent pas à relire leur répertoire d'avant pour le remettre en relation avec leur répertoire actuel, ce que moi j'adore énormément. Le groupe a d'ailleurs teasé cet album Enigma Mystica comme une tentative d'aller encore plus loin qu'Irrémédiable, qui les avait remis sur le devant de la scène. Donc 2013 à Enigma Mystica, 4 ans après, en 2017, le groupe va sortir Alpha X Omega, encore une fois au studio Daou, avec les mêmes techniques de production, la même intention musicale. Encore une fois 12 pistes, encore aller plus loin dans la production, essayer de se dépasser, essayer de lâcher des riffs qui sont très complexes, de plus en plus complexes, les musiciens essayent d'aller de plus en plus loin, et je vous invite à aller écouter La Fabrique du Fatalisme, qui est le single de l'album avec un riff qui est très groovy. Je pense que c'est un titre qui pourrait complètement convenir pour faire découvrir la carrière de Misanthrope à quelqu'un.
Le groupe continue, il va enchaîner avec leur tournée des 30 ans entre 2018 et 2019, et j'adore le concept qu'ils ont fait pour cette tournée, c'est qu'en fait ils vont prendre un morceau de chacune de leurs œuvres, donc voilà, Hater of Mankind, un morceau de Miracles Totem Taboo, un morceau de chaque album, pour faire la setlist complète, donc il y a une setlist qui est assez longue mine de rien, parce qu'il y a pas mal eu de sorties comme on a vu. Et en fait, du coup, Jean-Jacques Moréac va s'occuper de réarranger des anciens morceaux, même des morceaux sur lesquels il n'avait même pas participé. Donc avant Variation and Inductive Theories, Architecture Screen Plans, et donc ça va beaucoup inspirer le groupe pour la suite de leur sortie. Ils vont en 2020 sortir Bâtisseurs de cathédrales, les fissures de l'édifice, donc un EP où il y a pas mal de reprises, notamment de Motorhead, notamment d'ADX, et d'ailleurs j'ai une vidéo sur ADX si vous voulez. Le Fléau de Dieu, un morceau que j'adore. Encore une fois, on a l'élite de Trust, et il y a notamment le morceau Désenchanté de Mylène Farmer. Voilà, comme j'ai dit, Philippe Courtois aime beaucoup la musique, il aime bien d'ailleurs Mylène Farmer, et donc pour l'anecdote, en fait, ils ont voulu faire une reprise, sauf qu'en France c'est assez cadré. Quand tu fais une reprise, il faut pas toucher au morceau original, et en fait, rien que le solo de guitare par exemple sur le morceau est différent, donc en fait ils ont dû directement aller voir le manager de Mylène Farmer. Le manager a recontacté le groupe en disant qu'il avait fait écouter la reprise aux détenteurs des droits, donc probablement Mylène Farmer, et qu'ils ont accepté que le groupe reprenne la reprise comme ils l'ont faite. Donc si on suit cette anecdote, il y a une forte probabilité que Mylène Farmer ait pu écouter la reprise de Misanthrope de Désenchanté. Et moi ce que je trouve assez cool dans cette EP, c'est qu'il y a le morceau Et le Lotus, qui est une réécriture de And the Lotus de l'album Variation and Inductive Theories. Donc voilà, comme j'ai dit, ils continuent de regarder leur répertoire jusqu'à leur premier album pour reproposer des versions modifiées de leur musique. Le groupe a en 2023 sorti un nouvel album qui s'appelle Les Déclinistes, qui est encore une fois beaucoup de réécritures de leurs anciens morceaux, qui vont de Hater of Mankind jusqu'à Visionnaire. Ils vont notamment écrire le morceau Tribulation au Pinacle, qui est une réécriture de Lonely Sadness, qui n'était que disponible sur leur split And Forget. Donc comme j'ai dit, ce morceau, ils l'ont réécrit et on peut donc l'écouter tranquillement, même si voilà, ce n'est pas la version originale, c'est une réécriture. Tous les morceaux qu'on refait Misanthrope sur cet album sont avec les prods modernes, avec le système de quatuor qu'ils ont actuellement avec un guitariste. Donc le son forcément est très modifié par rapport aux morceaux originaux, mais c'est quand même cool. Alors voilà, après le groupe considère que c'est un album. Moi voilà, en tant que gros collectionneur, voilà, on va dire un peu geek, un peu avec des classifications dans ma tête des morceaux, je considère que c'est pas vraiment un album, c'est plus une sorte de compilation de réenregistrement. Voilà, il n'y a pas de morceaux inédits dessus, mais bon voilà, en fait c'est tellement modifié qu'on pourrait considérer ça comme un album. Voilà, ça se discute. Moi je considère que non, ça serait plus une compilation. Le groupe considère que si, mais en même temps le groupe ne suit absolument pas les codes et les modes, donc c'est leur droit. Voilà, donc Les Déclinistes c'était 2023. En 2024 on a eu le live Wars in Eden, donc voilà, qui est sorti en vinyle, CD, etc. Et qui suit donc un peu tout cet élan qu'a Misanthrope, hein, là, ça fait 3 ans qu'ils nous font une sortie par an, et du coup en 2025 est sorti Death Ascent. Et là je vous renvoie à la vidéo Voyage au centre de la Seine, qui a fait une super chronique dessus, que je trouve qui est très intéressante. Mais en gros, ce qu'il faut retenir de cette EP, c'est que voilà, il y a une reprise de Death et d'Athéiste. Donc ça, déjà, je pense que c'est des groupes qu'adorent les membres de Misanthrope. Et également, en fait, la petite chose rigolote, c'est qu'en fait, ils ont tout enregistré en anglais cette fois, donc là, ils sont complètement allés à contre-pied de ce qu'on attendait. Ça faisait depuis 2003 qu'ils faisaient que du français. Ils ont d'ailleurs proposé une version française téléchargeable avec l'album, et donc notamment, il y a les morceaux de Death et d'Athéiste qui sont disponibles en français, et surtout, la grosse info pour cette EP, c'est qu'ils sont allés au Morrison Studio enregistrer, voilà, sur les pas d'Obituary, de Cannibal Corpse, de Dayside, ce qui est absolument incroyable, je trouve. Et donc voilà, j'ai l'impression qu'ils se sont fait un petit peu ce kiff, voilà, d'aller au Morrison, parce que c'est l'endroit où tous les groupes de death metal qui voulaient avoir voilà, ce son si particulier sont passés. Donc on va dire que c'est un petit délire qu'ils ont réussi à faire sur leur dernière EP Death Ascent. Voilà, et maintenant que donnera la suite, et on verra. Je pense que le groupe est assez imprévisible, on a vu tout au long de leur carrière. Alors là ça fait un petit moment qu'ils revisitent leur répertoire, donc j'imagine qu'ils ont en tête peut-être de proposer des nouveaux morceaux. On va voir un petit peu ce qu'ils vont faire, comme j'ai dit, ils en font un petit peu qu'à leur tête et personne va leur dicter ce qu'ils doivent faire. Ça c'est un truc qu'il faut complètement comprendre avec Misanthrope. Si on devait parler de Misanthrope plus globalement, enfin pour terminer, je dirais que c'est un groupe qui est quand même assez particulier, pas orienté politiquement, mais voilà, il y a quand même des opinions qui sont données au travers du personnage de SAS de l'Argilière. Alors est-ce que c'est les opinions de Philippe Courtois? Voilà, il y a quand même notamment une vision de la Révolution française que lui conteste particulièrement, voilà, notamment sur des morceaux comme Révisionniste, sur les préfaces de certaines box. Il y a aussi un côté vraiment spirituel, alors je dirais pas que c'est du métal chrétien pour autant, parce que déjà il y a déjà beaucoup d'étiquettes à donner
sur Misanthrope. Mais voilà, Philippe Courtois l'a dit dans une interview que il a eu une éducation religieuse, il allait au catéchisme encore quand il a créé Misanthrope, donc il est allé longtemps. Quand il parle des lamentations du diable, quand il parle voilà des cathédrales, etc. En fait, il y a un petit côté, on va dire, ésotérique, mais c'est en fait pour lui c'est une vision de sa croyance et de sa religion. Souvent, c'est pas des textes qui sont satanistes, au contraire. Et ça d'ailleurs, c'est quelque chose qu'a fait Black Sabbath. Black Sabbath sont plutôt croyants, mais ils ont toujours un petit peu joué sur les deux tableaux en mode est-ce qu'on est un peu sataniste ou pas. Voilà, je pense que Misanthrope a fait pareil et a un peu joué là-dessus. Et même s'il affirme voilà clairement que la musique de Misanthrope est spirituelle. Je dirais pour résumer Misanthrope que c'est un groupe qui est impossible à catégoriser, qui n'a jamais voulu suivre les modes, qui s'est peut-être un peu battu contre la mauvaise presse qu'on leur faisait dans les années 2000, mais qui a toujours été intègre et qui a toujours respecté sa musique. Et ses fans, d'ailleurs, dans une interview, ils diront qu'ils comprennent que leur musique ne puisse pas plaire à tout le monde, mais qu'ils ont un profond respect pour les fans de hard rock en France, donc pour eux, voilà, c'était sacré les fans de hard rock en France, donc si leur musique leur plaît pas, il y a aucun souci. Et on peut pas dire aussi que le groupe n'a pas essayé d'évoluer, de proposer sans cesse à chaque album des nouvelles propositions tout en restant fidèle à leur son, qui est assez particulier. Et d'ailleurs voilà, j'ai épluché énormément de vidéos, d'interviews de Misanthrope pour faire cette vidéo, et il y a un détail qui m'a pas échappé dans les interviews, c'est qu'ils ont quasiment tout le temps une bière à la main. Donc voilà, en plus j'ai vu qu'il y en a qui vivaient sur Angers, donc moi je suis pas loin, hein, les gars, si vous voulez on fait une interview, et d'ailleurs si vous voulez je pose même pas de questions, voilà, on fait l'interview sans les caméras, sans les micros, sans rien. Donc voilà, si ça vous dit, moi je suis là, on fait une petite interview, aucun souci, hein, vu comment ça a l'air cool les interviews avec vous, moi j'y vais à 200%. Plus sérieusement, le groupe en interview se revendique souvent comme anti-commercial. Anti-commercial, encore une fois, c'est une étiquette qui est difficile à porter, parce qu'évidemment, à partir du moment où tu presses des CD, des vinyles, que tu vends ta musique, tu la commercialises, et donc ça devient commercial. Mais ils avaient l'air quand même de dire voilà, on va pas sortir un t-shirt pour sortir un t-shirt, on va pas sortir un album parce qu'on a besoin de sortir un album. On propose une proposition artistique, de toute façon la musique ça rapporte plus grand chose, hein. Ils sont pas en train de faire des centaines de milliers d'euros avec leurs albums. Ils critiquent assez ouvertement les groupes voilà, qui par exemple sortent 2 morceaux sur Spotify et après hop direct on sort un t-shirt et tout, non ils comprennent pas ça. Ils revendiquent un petit peu le fait que leur musique est particulière et qu'ils ont une proposition artistique à donner et qu'ils sont pas en train d'avoir une entreprise, alors forcément ils ont quand même besoin de vendre leur musique, besoin d'avoir du succès, besoin d'avoir des concerts, etc. pour continuer à faire leur art. Mais voilà, tout ça, ça fait partie un peu de la grande machine Misanthrope que j'ai essayé de vous présenter au cours de cette longue vidéo. Je vais me répéter pour la fin, mais s'il vous plaît, comme ADX, si vous voulez, refaites des rééditions de vos albums qui sont difficiles à trouver, les Miracles Totem Taboo, les Variation and Inductive Series, même Metal Hurlant est un peu galère à trouver de ce que j'ai compris aujourd'hui. Donc vraiment, s'il vous plaît, si vous pouvez refaire un peu des objets pour des gens qui n'ont pas eu l'opportunité de choper un coffret, peut-être comme moi, qui connaissait pas le groupe, hein, qui était encore tout enfant quand c'est sorti, ça serait vachement cool. Également, ce que je voulais dire sur Misanthrope d'un point de vue personnel, c'est que j'adore quand les groupes comme Dream Theater regardent leur répertoire, connaissent leurs chansons un peu cachées que les fans aiment bien et vont les déterrer de temps en temps en live ou les réécrire. Ça, je trouve que c'est plutôt cool. En tout cas, c'est leur démarche depuis les débuts. Je suis pas très fan quand il y a une réécriture complète d'un album voilà, qui sort de nulle part. Mais j'aime bien ce qu'ils font, de continuer à perfectionner leur art, à continuer de perfectionner leur histoire. Et enfin voilà, ça fait quand même 8 ans je crois qu'il n'y a pas eu de musique inédite sur Misanthrope, donc ça serait plutôt cool d'avoir un petit peu du nouveau matériel, hein. J'imagine que le groupe est en train d'y songer. Voilà, c'était l'histoire de Misanthrope, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut si t'as aimé, à t'abonner si c'est pas déjà le cas, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle biographie. Allez, ciao.